Auparavant des roches arides, maintenant des cultures verdoyantes. En 30 ans, le Burkina Faso a réussi à combattre la désertification. Ici, à Rim, à une dizaine de kilomètres du Mali, les paysans ne jurent que par le zaï, aussi appelé le cordon pierreux. Il a été question ici de transporter des pierres pour venir réaliser des petites barrières, donc les cordons pierreux, pour retenir et pour freiner le ruissellement de l'eau, freiner la vitesse de l'eau, pour permettre à l'eau de s'infiltrer et d'emporter moins la terre vers le bas de la pente. Donc ce qui va permettre, donc l'infiltration va permettre aux plantes de croître. Une nouvelle technique qui fonctionne, les agriculteurs du village sont ravis. Auparavant, ils semaient sur une terre nue et ne récoltaient rien. Aujourd'hui, leurs récoltes sont abondantes. J'ai une famille de 11 personnes. Actuellement, si tu viens chez moi, tu vas trouver des greniers pleins que je n'ai pas encore touchés. J'ai également suffisamment de haricots et tout cela, c'est grâce à la technique des cordons pierreux qu'on nous a montrés. Entre 200 000 et 300 000 hectares de terre ont ainsi été réhabilités et se retrouvent aussi exploitables, mais les moyens ne sont pas encore suffisants. Il y a encore plusieurs familles qui n'ont pas eu la chance d'adopter. Ils savent et ils veulent adopter ces pratiques, mais ils ont besoin des moyens. Ça ne demande pas beaucoup de moyens, mais il faut que ces moyens soient dirigés à ceux qui ont besoin de quelques ressources pour implémenter ces pratiques. L'enjeu dépasse la simple sécurité alimentaire du Burkina Faso. Cet État sahélien pauvre connaît un important exode rural. Grâce à cette nouvelle méthode d'exploitation, l'exode aura bien moins raison d'être. Dans un pays où 60% des 17 millions d'habitants a moins de 25 ans, le zaï pourrait inciter les jeunes burkinabés à rester à la campagne. « 820 000 tonnes, dont 780 000 pour la saison d'octobre 2014 à mai 2015 et 40 000 pour celle de juin à août 2015. Telles sont les prévisions des récoltes du cacao attendues au Ghana. Le deuxième producteur mondial de fèves verrait son rendement baisser de seulement 9%. La saison actuelle, celle des vents de l'harmattan, ne nous touche pas aussi sévèrement que l'an dernier. La température est plutôt douce. Hier, une visite dans une exploitation de cacao a révélé la présence de nombreuses fleurs. Il y a beaucoup de petites cosses et de gousses sur les arbres. Cela donne une indication de la bonne santé des arbres. Ils survivent au climat. Au dire du directeur des affaires publiques du Ghana Cocoa Board, les prochaines récoltes pourraient même être au-dessus des prévisions. La météo nous convient, le climat est clément et nous sommes prêts d'atteindre nos objectifs. Nous nous rendons de temps en temps sur le terrain pour vérifier les effets de la météo sur la production et pour être en mesure de revoir nos objectifs le cas échéant. Pour l'instant, nous ne considérons pas ce temps comme menaçant. L'optimisme est donc de mise à Ghana Cocoa Board. Cette entreprise publique qui gère le cacao au Ghana entend répondre efficacement à la demande du marché mondial. Non, il n'y a pas de raison de s'alarmer sur les chiffres de production. Nous sommes désireux d'avoir des conditions plus favorables afin de produire plus et de satisfaire la demande du marché mondial qui augmente. Deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire, le Ghana a triplé sa production en 10 ans. Le pays ambitionne maintenant de dépasser son puissant voisin pour lui ravir la place. Les grains de café cultivés dans les collines du Rwanda ont longtemps été destinés à être exportés loin du continent africain, en Europe ou aux États-Unis. On peut désormais déguster un arabica rwandais à Lagos, au Nigeria, en expresso ou dans un cappuccino, dans un des établissements de la marque Neo.
Le Nigérian Ngozi Dossier a eu l'idée de créer une chaîne de café 100% africaine à destination des Africains et en a fait son principal argument de vente. Néo en Tswana, la langue du Botswana, ça veut dire cadeau. Et bien sûr, ça veut aussi dire nouveau en latin. Il s'agit d'une nouvelle approche du café où nous, en tant qu'Africains, nous buvons le café que nous produisons, qui nous a été donné en cadeau, au lieu de l'exporter et d'importer des cafés de qualité inférieure. Le Rwandais Kaitana Bosco, passionné de café, est venu de Kigali pour former des Nigérians à l'art du cappuccino. Au Nigeria, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la consommation de café est une habitude de vie récente, importée par les Africains qui ont étudié ou travaillé à l'étranger. 99% de nos clients sont des returnees, des Nigérians qui reviennent au pays ou bien des étrangers. Ce sont des gens qui ont eu l'opportunité de voyager dans des pays occidentaux, en Europe. L'homme d'affaires nigérian Chukwu Emwa, qui a longtemps vécu aux États-Unis, fait partie de ces returnees, devenus accros au café en fréquentant la chaîne américaine Starbucks. Je suis un adepte du Starbucks. Chaque fois que je vais aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger, je cherche un Starbucks et je me prends un café. Et maintenant qu'il y a Néo, je viens au café Néo pour mon café latte. Pour l'instant, Néo compte 3 branches à Lagos et une à Kigali, au Rwanda. Mais la chaîne se rêve déjà en Starbucks africain, avec des cafés dans toutes les grandes capitales du continent. C'est la fin d'une bataille juridique qui aura duré 3 ans. La filiale nigériane du groupe pétrolier royal de Shell choisit d'éviter le procès qui devrait démarrer en mai 2015 devant la Haute Cour de Londres et accepte de verser 70 millions d'euros en compensation des 2 cas de pollution pétrolière survenus en 2008 au Nigeria. Un règlement à l'amiable accepté des 2 parties. Tout de suite après la fuite, Shell a offert le montant ridicule de 4 000 livres pour l'ensemble de la communauté. Quand on est arrivé, ils ont augmenté ce montant à 1 million, puis en septembre à 18 millions. Toutes les communautés pensaient que c'était n'importe quoi. Mais enfin, le mois dernier, en décembre, Shell a proposé un montant plus juste de 55 millions de livres en tout. L'équivalent donc de 70 millions d'euros qui permettront d'indemniser la municipalité de Bodo à hauteur de 25 millions d'euros. Chacun des 15 600 pêcheurs victimes du drame percevra pour sa part environ 3 000 euros, soit l'équivalent de 3 années de salaire minimum au Nigeria. Normalement au Nigeria, ce sont les chefs qui négocient ces cas pour le reste de la communauté. Quand l'accord est conclu, l'argent va au chef. Utiliser le système légal britannique a été une bonne manière de s'assurer que les personnes affectées recevaient effectivement l'argent. Indépendamment de l'accord annoncé, Shell s'est engagé à nettoyer la zone polluée par les fuites de 2008. Ce nettoyage devrait démarrer d'ici le mois de mars. Des appareils connectés de nouvelle génération pour révolutionner notre quotidien. Les entreprises françaises présentes cette année à Las Vegas au salon de l'électronique grand public ont mis les bouchées doubles pour épater les visiteurs. Des montres connectées aux accélérateurs de marche, en passant par les outils de navigation 3D et les mini-robots, la liste des technologies présentées est longue. Sous cette montre mode avec des couleurs un peu pop se cache un tracker d'activité qui va compter mes pas, ma course, mon sommeil et qui va transmettre toutes ces informations en Bluetooth à votre smartphone. Donc vous avez d'un coup d'œil, vous accédez rapidement en regardant votre montre à votre niveau d'activité et après vous avez tout le coaching de l'application qui va vous aider à être plus actif tous les jours. Autre attraction de la French Tech à Las Vegas, ces ampoules dites intelligentes, une innovation de l'entreprise Oli. L'ampoule est équipée de 20 LED qui produisent la bonne longueur d'onde pour le bon moment du sommeil, que ce soit pour l'endormissement ou pour le réveil. Et l'application, elle, agrège les données pour pouvoir vous faire des recommandations sur comment mieux dormir. En dehors de ces objets connectés, la French Tech innove avec des automobiles et drones de dernière génération.
Autant de choses que les inventeurs voudraient pouvoir rendre accessibles au plus grand nombre. Ce que nous souhaitons, ce sont des partenaires, soit financiers, soit surtout producteurs, fabricants et distributeurs, sous un modèle de licence du brevet. En attendant que ce vœu ne soit exaucé, les dépenses mondiales en produits électroniques grand public peinent à bondir, plus 1% en 2014. Les consommateurs ont dépensé 1024 milliards de dollars dans le monde pour les smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs et autres consoles de jeux vidéo, soit une hausse de 1% par rapport à 2013. Les prévisions pour l'année 2015 restent mitigées. Seule certitude, le prix unitaire moyen des appareils est en baisse et passera pour la première fois cette année sous la barre des 300 dollars. Aujourd'hui, c'est une bâtisse à l'abandon, plaie béante dans le paysage. Le 11 septembre 2012, un incendie s'est déclaré dans cette usine textile d'un quartier sensible de Karachi, tuant 255 ouvriers lors de l'une des pires catastrophes de l'histoire du textile. Elisabeth y a perdu son fils, un ouvrier qui cousait des jeans destinés à l'Europe. L'entreprise allemande, acculée, a versé des dédommagements aux familles qui se chiffrent en milliers de dollars. Mais pour ces femmes, c'est loin d'être suffisant. Les propriétaires de l'usine, pakistanais, sont eux aussi redevables. Ils traitaient les êtres humains comme des esclaves. Si c'était en mon pouvoir, je les pendrais de mes propres mains. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de moi. Ils jouent avec les vies de tellement de gens. Nos fils, nos maris. Même s'ils payaient des compensations toute leur vie, ça ne serait jamais assez. Car tout le problème est là. Plus de 2 ans après le drame, personne n'a été condamné. Ni les propriétaires de l'usine puissants, ni la société qui a délivré le certificat d'aptitude sans jamais y mettre les pieds. Dans les usines textiles de Karachi, cependant, quelque chose a changé. Désormais, l'Union européenne met la pression sur les usines. Et ce patron l'a bien vu, les vérifications des acheteurs sont plus rigoureuses qu'avant. Il reçoit aujourd'hui un partenaire français qui vérifie les conditions de sa compagnie. Ils vérifient tout, les extincteurs, ils contrôlent les mesures de sécurité que nous mettons en place, le salaire que nous versons à nos ouvriers, tous ces critères sociaux. Parce qu'au final, nous devons aussi payer. Et eux, ils vérifient tout car ils sont l'intermédiaire entre l'acheteur et moi-même. Mais les marques européennes ne sont pas pour autant prêtes à payer leurs vêtements plus chers. La sécurité des ouvriers ne peut être garantie à 100%, d'autant que la législation autour des certificats demeure très floue. Selon l'avocat des familles de victimes, les patrons de l'usine brûlée devraient être jugés pour homicide pour faire avancer la situation. C'est tout le problème. L'État est compromis, la société civile s'en fiche et le lobby des hommes d'affaires est très mobilisé. Parce qu'ils le savent bien les patrons, que si nous parvenons à les attaquer pour meurtre, alors ils sont tous en danger si quelque chose arrive à leur usine.